France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre émission le LGF, le grand forum jusque 18h ce vendredi, ravi de vous retrouver. Et le vendredi rime souvent avec Mamie, Tarek Mamie qui sera avec nous dans quelques instants. Par contre ça ne rime pas avec Enver de Santos qui est pourtant bel et bien là. Bonjour monsieur Enver. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis là effectivement et ça ne rime pas mais voilà, c'est vendredi, c'est Mamie, c'est joli. Oui, c'est joli, c'est ça. On va en dire plus c'est du joli. soleil. En plus c'est du soleil, voilà, c'est le printemps, c'est magnifique, nous sommes le 6 avril, vous êtes les bienvenus sur France Maghreb 2 jusque 18h avec un programme de ouf, on peut le dire, beaucoup d'invités dans cette émission et on n'en oubliera pas évidemment les sujets que nous allons aborder avec vous. Du coup, voici le programme pour ce vendredi. Soyez les bienvenus, c'est l'authenticité qui rime au quotidien dans cette émission. Ça s'appelle le Grand Forum. Soyez les bienvenus, messieurs, dames. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, un sommet consacré à la Syrie réunissant Poutine, Erdogan et Rouhani a débuté mercredi à Ankara, Moyen-Orient. La grande guerre aura-t-elle lieu au printemps? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre tout à l'heure. Tunisie, nous ne voulons pas créer un business autour de la lutte contre la radicalisation. Comme ça a été le cas en France, les islamistes sont-ils toujours une menace? C'est la question là aussi, à laquelle nous tentons de répondre dans quelques minutes. France, selon le ministre, il est extrêmement difficile de structurer l'islam de France. Darmanin admet que l'État ne connaît pas assez l'organisation du culte musulman dans l'Hexagone. La question LGF, la grève à la SNCF va-t-elle se banaliser selon vous? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez aujourd'hui sur Facebook, France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Et pour finir, bien entendu, un bon Libertad. Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous ce vendredi 6 avril. Soyez les bienvenus sur votre radio France Maghreb 2 jusque 18h avec Tarek Mamie et Enver de Santos qui va sans plus tarder nous livrer son avis tranché et retour sur une lettre fort bien écrite, une lettre finalement de réponse à Francis Khalifa signée Jean-Luc Mélenchon. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors mon cher Enver, on va tout de suite parler de cet avis tranché, de cette lettre donc de Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Comme les gens le savent, je ne suis pas un grand partisan de Jean-Luc Mélenchon. Son combat est noble, très noble pour moi, mais il est vrai que justement nous ne défendons pas totalement les mêmes idées. Non pas sur le combat social que nous partageons totalement, mais sur bien sûr de nombreuses choses sur lesquelles je ne m'étalerai pas tant la lettre est belle. Je vais juste vous en lire un extrait parce que je pense que c'est nécessaire. Quelle étrange semaine que celle-ci. Le jeudi 22, j'avais chaussé mes bottes de militant et je rechargeais ma batterie au contact des cheminots qui descendaient la gare de l'Est. Le pays était à l'unisson, le fond de l'air était social et le malaise s'épanchait à gros bouillon sur la place publique. Un jour plus tard, à Trèbes et Carcassonne, un épisode majeur de la tragédie du terrorisme bousculait de fond en comble le pays. Le même jour encore, un assassinat déclaré antisémite par la justice, celui d'une vieille dame rescapée des camps nazis, mettait le pays en sidération. Pourtant, sitôt close la cérémonie des Invalides à la mémoire du colonel Beltrame, la marche qui devait exprimer l'unité de communauté républicaine fut déchirée par un particularisme communautariste arrogant et sans pudeur. Un chef communautaire nommé Khalifa, ayant fulminé une interdiction de paraître à la marche, contre l'avis même de la famille, le ministre de l'Intérieur ayant reproché à la LFI ses péchés, toute dignité collective du système s'effondra. 10 députés en écharpe furent exfiltrés sur ordre de la police, devant une milice braillarde, dans l'indifférence des hautes autorités qui passaient devant scène, en détournant les yeux et en se bouchant les oreilles. À 3 mètres fusaient pourtant les menaces, la violence et les injures sexistes. Jour de honte. Jour de honte, non pour nous les élus de la France Insoumise, au contraire, venus à 10 députés sur 17, seuls sous l'outrage communautariste, nous avons honoré notre mandat républicain en répondant à l'appel que nous avions lancé avec tous les autres groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. La honte est pour ceux qui nous ont abandonnés à la vindicte de la milice du CRIF. Les officiels, la police, le cabinet du ministre de l'Intérieur, alertés depuis le matin à tous les étages de responsabilité, les hautes autorités, morales gorgées de leur importance portant crête haute, bras dessus, bras dessous dans la veulerie, laissant le drapeau être foulé aux pieds devant eux,
La honte n'est même pas pour la ligne de défense juive non plus. Dans cette circonstance, elle défend à sa façon d'extrême droite traditionnelle et violente ce qu'elle défend tous les jours avec l'approbation des institutions communautaires juives et la bienveillante complicité des autorités de l'État. Elle avait annoncé son coup de force sur son site. Sur le terrain, elle maîtrisa de bout en bout son action comme si elle était certaine d'obtenir ce qu'elle voulait sans que nul ne s'y oppose. L'expulsion de la LFI. Je vais pas lire jusqu'à la fin. Je vais vous inviter à aller donc sur le site de Monsieur Mélenchon pour lire la fin de texte. Ce que j'essaye de dire avec ce texte et ce que Monsieur Mélenchon a dit, c'est qu'il se passe quelque chose de très grave sur notre territoire. Comme je vous l'ai dit, je ne partage pas toujours les idées de Monsieur Mélenchon. Mais la réalité, c'est que la République a été bafouée ce jour-là. La République a été profondément bafouée parce que des élus du peuple ont été exfiltrés parce qu'ils étaient non autorisés par un groupe quelconque qui représente une faction religieuse. Donc on parle souvent de laïcité. On tape souvent sur l'islam, on tape souvent sur le christianisme avec justement ceux qui sont contre le mariage pour tous, etc., etc., etc. Mais la réalité, c'est que quand la République est attaquée de toutes parts, et c'est un peu ce qui se passe en ce moment, je pense qu'il est noble et il est normal de réagir. Ce que fait Jean-Luc Mélenchon avec cette lettre est justement une réaction face à la République attaquée. On peut être laïque et être religieux. La religion concerne notre vie privée. Là, Monsieur Knoll, qui a perdu sa mère, avait appelé justement de ses vœux que cette marche soit une marche paisible où tout le monde puisse se réunir. Un homme et son groupe ont décidé d'y interdire un groupe politique pour des raisons obscures. Je dis bien des raisons obscures, non pas que nous ne les connaissons pas, mais pour des raisons que seuls eux cautionnent. Et ce que je veux dire, c'est que Monsieur Mélenchon a raison. Il faut réagir face aux obscurantismes, à tous les obscurantismes. Et si nous ne réagissons pas, justement, c'est la République qui est en danger. C'est la République qui est en danger parce que lorsque des élus du peuple se font sortir et insulter comme ils ont été ce jour-là, c'est là où on devrait se poser des questions. Parce que, pour moi, l'erreur n'est pas tant dans le fait qu'il soit exclu de cette manifestation, mais c'est qu'il soit exclu de cette manifestation et que la tête de l'État même ne réagisse pas. Le ministre de l'Intérieur ne réagit pas et ne condamne pas justement les agissements d'un groupe qui, dans ses propos et dans son action, a été violent lors de cette manifestation face à un élu du peuple. Donc je vous invite à lire la fin de ce texte sur le site de Monsieur Mélenchon et à réfléchir dessus. Merci Enber de Santos concernant donc la lettre écrite par Jean-Luc Mélenchon en réponse aux accusations assez violentes de Francis Khalifa, le patron du CRIF. Tarek Mami est arrivé entre temps et on va le saluer évidemment puisque le vendredi c'est Mamie. Voilà. Quand c'est possible. Quand c'est possible. En l'occurrence aujourd'hui c'est possible. Ah oui. Et au moins l'avantage avec Tarek Mami, c'est quand il arrive pas seul. Il nous a prévu beaucoup d'invités et un programme qu'il va falloir essayer d'honorer. Monsieur Mami, première question. Bonjour Albert, bonjour à toutes, bonjour à tous. Première question et peut-être une réaction. Est-ce que d'abord, je pense que vous avez lu cette lettre de Jean-Luc Mélenchon en réponse à Francis Khalifa, belle plume, bien écrite. Comme tous les journalistes qui respectent leur boulot. Voilà. Alors, votre commentaire peut-être est le bienvenu. Alors mon commentaire est simple. Où nous sommes dans une république avec son triptyque, liberté, égalité, fraternité, et l'article 1 de la Constitution qui dit en clair qu'en France, il n'y a pas de population, il y a un peuple. Il n'y a pas des religions, il y a un peuple. Il n'y a pas de différentes visions du monde, il y a un peuple. C'est scandaleux que dans notre pays, ces trois principes républicains dont on abreuve les enfants à la naissance, c'est une très bonne chose, ne soient pas appliqués par tous. Aujourd'hui, nous vivons malheureusement une république à vitesse différente et à géométrie variable. Tiens, j'ai fait un mauvais rêve. Il y a une manifestation pour soutenir quelqu'un dit issu de la culture musulmane, citoyen français, et quelques brebis galeuses d'extrême droite musulmane française qui n'existent pas encore, et c'est tant mieux, viendraient à huer quelques hommes politiques, surtout des députés élus par nous tous. Qu'est-ce que vous auriez comme couverture médiatique
dans les 3 secondes où 3 extrémistes prononceraient ce genre de phrase. On parlerait de Français non intégrés, de musulmans non intégrables, des citoyens qui n'ont rien à voir à la République, et même d'un projet de loi qui commencerait par dire comment faire pour expulser ces personnes si, par extraordinaire, elles n'avaient pas le papier de la nationalité française. En 2, de voir comment porter une déchéance, comme ça a été fait par le président Hollande de M. Valls il y a quelques mois. Et en 3e lieu, ostraciser tous les musulmans de France, parce que ces gens-là ne sont pas des républicains et osent venir perturber une manifestation à laquelle je rappelle, et je lui rends hommage ici à France Maghreb 2, parce que c'est l'habitude de cette radio, au fils de la victime, qui lui n'a pas réagi en juif, qui n'a pas réagi en sioniste, et pourtant, méditant, il vit en Israël, qui a réagi comme un citoyen, un frère du monde, qui s'est adressé à tous ses frères, qui voulait venir honorer la mémoire de sa mère assassinée. Je ne rentre pas dans les détails, c'est la justice. Tout à fait. Et donc, non seulement je partage la lettre de M. Mélenchon, avec lequel je n'ai aucune accointance politique, et tout le monde le sait ici. Aucune. Aucune. Rien. Nada. Bon, disons 1%. Bon. D'accord. Avec lequel j'ai pas d'accointance politique. Je partage bien évidemment l'avis tranché de notre ami Invert, et nous disons que pour nous la République ça signifie quelque chose. Peut-être que nous sommes en retard dans la lecture de l'histoire, peut-être que nous avons, comment dire, rien compris au film qui se déroule devant nous, mais nous restons, nous les républicains, j'allais dire les républicains de De Gaulle, qui va quitter ce pays pour aller à Londres. Dernière chose, je ne comprends pas que l'État français avec un grand E et le gouvernement français ne réagissent pas pour dissoudre une ligue séditieuse qui est interdite en Israël, qu'elle prétend défendre aux États-Unis. Et expliquez-moi comment un pays comme Israël qui vous dit je veux pas de vous, et vous toutes les semaines vous descendez pour dire je vais défendre ce pays. Voilà ce que je pense de ce papier, et voilà ce que je pense de M. Mélenchon, et voilà ce que je pense de cette ligue, et voilà ce que je pense de la lâcheté des hommes politiques qui, croyant pouvoir lutter contre l'antisémitisme, lui donne encore plus de feu et plus de oui. Ouais. Dernier mot peut-être. Petite question d'un auditeur. Oui, s'il vous plaît, cher Christophe. Il y a peut-être 2 tweets. Oui. 2 tweets importants issus, je n'aime pas les mots, mais ils nous obligent à les utiliser, de la communauté juive française. Un tweet de Monsieur Attali qui dit que c'est l'action de M. Netanyahou, Premier ministre aujourd'hui, qui nourrit l'antisémitisme, notamment en arabe. Et puis un autre tweet, j'ai oublié le nom, mais c'est un monsieur très respectable, un intellectuel. M. Glucksmann, je crois. Glucksmann, je crois. En tout cas, qui a fait Glucksmann, dans le même sens, et qui dit clairement aujourd'hui, s'il n'y a pas de solidarité entre les citoyens français, quelle que soit leur confession, nous aurons un antisémitisme primaire multiplié, non seulement de l'extrême droite française qui surfe sur ça, mais aussi d'une partie des Français de culture musulmane dans le pacte. C'est Raphaël Glucksmann, effectivement, le mari de Léa Salamé. Ça, on a glissé doucement dans la page People. Auditeur de réaction, question à poser à Enver. Bonsoir. Oui, bonsoir Samy de Champigny. Bonsoir Salut, Enver. Bonsoir Samy. Bonsoir Christophe. Bonsoir au monsieur, à votre invité qui est sur place. Tarek Mami s'appelle, oui. Samy, question. Tarek Mami, bonsoir monsieur. Alors bonsoir, moi je voudrais savoir, je vous pose une question simple. Oui. Comment ça se fait entre les Palestiniens et les Israéliens, on parle depuis des années, là vous parlez à la France Maghreb depuis le temps qu'on vous entend parler, mais comment ça se fait qu'on n'a pas trouvé la réponse à notre question? À quelle question, À quelle question? Pourquoi il n'y a pas la paix dans ce pays? La question elle est simple. Pourquoi on n'a pas trouvé la solution aujourd'hui? Tiens, Tarek Mami peut répondre à cette question. 2018, 2018 les frères, Pourtant on a de l'argent, les Maghrébins, les Arabes, Parce que ce n'est pas une question d'argent. Alors 3 choses très... Expliquez-moi pourquoi on n'arrive pas, s'il vous plaît, je à ne peux trouver la paix avec les... Cher Samy, cher Samy, je peux pas vous l'expliquer, mais je vous donne 3 éléments. Monsieur Tarek. Attendez, je vous donne 3 éléments. Samy, laisse répondre aux gens quand même, Samy. Tu poses une question, laisse-nous te répondre, Ouais, sinon... mais qu'ils me répondent bien, s'il te plaît. Bah oui, laisse... Samy, attends la réponse, tu pourras juger derrière, mon ami. Voilà, qu'ils me répondent bien, s'il te plaît, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous entendent, même Denver, je te pose la même question. J'y répondrai avec plaisir. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est que voilà, merci à toi, écoute la radio,
Tarek Mami va te donner 3 pistes, non peut-être pas la solution parce que personne ne l'a, sinon ça se saurait, mais des pistes de réflexion, et puis Enver également pourra réagir. Alors Tarek Mami. Alors 3 pistes, j'ai pas de réponse à cette solution, sinon tous les grands de ce monde, à commencer par les Palestiniens et les Israéliens, l'auraient déjà trouvé depuis 1948. La première, c'est que l'Occident fait payer, et ça vous le retenez, hein, l'Occident fait payer aux Palestiniens la honte qu'il a commise pendant la Deuxième Guerre mondiale avec la Shoah, et le fait, notamment pour le Français, d'avoir livré leurs propres citoyens juifs à Hitler. La deuxième, pour ceux qui adorent la religion, c'est que, comment dire, ce qui s'est passé avec les Juifs s'est passé au sein de la religion chrétienne, ce qui oblige, entre guillemets, tous les lâches d'hier à devenir courageux aujourd'hui et de régler leur honte introduite et passée dans leur religion chrétienne au monde musulman qui n'en est pas responsable. Je rappellerai juste que dans le pays musulman, les Juifs n'ont pas subi la Shoah, et surtout en Algérie, les imams algériens ont protégé les Juifs, et à Paris, allez lire et allez chercher l'histoire de la grande mosquée de Paris, Monsieur Ben Gabrit, et vous verrez comment Ben Gabrit, le musulman, a défendu les Juifs à Paris contre la volonté de chrétiens à Paris. Troisième chose, toujours dans le monde religieux, les Israéliens prétendent qu'ils ont un titre de propriété dans leur texte sacré. Et là, vous rentrez dans la passion. Quatrièmement et subsidiairement, comme dit l'autre, la mauvaise foi du fait que l'Occident hier et les États-Unis d'aujourd'hui, Amérique d'aujourd'hui, utilisent Israël comme la pointe impérialiste pour perturber toute la zone. Il n'y a qu'à suivre la guerre de Syrie, la guerre de Yémen et la future peut-être guerre d'Irak, et vous comprendrez qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse parce que l'aveugle ne veut pas voir, parce que le sourd ne veut pas entendre, et parce que le muet ne peut pas et ne veut pas parler. Alors, pour ma part, Samy, moi, ma réponse, elle est comme celle de Monsieur Mami. Je n'ai pas de réponse. En revanche, je partage les 2 derniers points, justement, de Monsieur Mami. J'espère qu'il sera satisfait, Samy. Qui sont, justement, pour moi, la première chose, c'est que certains Israéliens, je dis bien certains Israéliens, et notamment ceux qui dirigent le pays actuellement, sont dans la passion qui est de, voilà, nous sommes le peuple élu, et parce que nous sommes le peuple élu, nous devons rester sur cette terre, quand bien même il y a des milliers et des milliers de morts. Je dis bien certains Israéliens, parce que Dieu merci, ils ne sont pas tous comme ça. Ouais, évidemment. Ensuite, la deuxième chose, c'est que c'est effectivement le deuxième point, c'est que c'est purement politique, c'est de la géopolitique, et que tant que vous aurez des enjeux géostratégiques dans cette région, vous ne pourrez pas avoir de paix, parce que ça arrange certains pays qui justement se font de l'argent en vendant des armes, en créant justement des massacres, en créant des choses, et je n'accuse personne mais je les vise bien, et justement la géopolitique c'est ça, c'est amasser de l'argent stratégiquement. Et enfin mon avis à moi... Tu peux viser quelqu'un qui sera à Paris lundi et mardi par exemple. Par exemple. Ouais. Et mon avis à moi sur ce côté-là, sur ce conflit qui est millénaire si je puis dire, c'est que sincèrement en toute réalité, c'est que moi personnellement je suis croyant et que au moment où cette guerre devra être arrêtée par la force de Dieu, elle sera arrêtée. Pour l'instant, ça n'est pas le cas parce que l'être humain, quoi qu'il arrive, est dans la passion et de tous les côtés, je dis bien de tous les côtés, tant du côté palestinien que du côté israélien, et je veux bien croire effectivement que ce soit normal du côté palestinien, mais ça l'est également du côté israélien, parce que c'est l'être humain qui est comme ça, et l'être humain est un peu force de destruction. Toute société a les monstres qu'elle mérite, mais toute société a surtout les monstres qu'elle crée. Ouais. Petite réflexion par rapport à la phrase de MBS dans le New York Times qui dit qu'Israël a droit à ses propres terres. Ça vous inspire quoi? Non, mais le problème, c'est pas la phrase de MBS en ce qui me concerne. La phrase d'un BS, si elle avait été dite, les Palestiniens et Israéliens doivent vivre en bonne entente, en bonne intelligence, tout le monde applaudit, en tout cas la majorité. Mais à partir du moment où lui, d'un côté, et le journaliste met cela dans le titre, mais ne met pas le reste, elle ne peut être que condamnée. Après tout, il y a une belle phrase dans la littérature et dans la controverse arabe, cher Christophe, il dit de quel droit
peux-tu toi donner ce qui ne t'appartient pas à toi? Exactement. Allez, tout de suite direction un premier invité, mon cher ami Tarek. Alors, monsieur Larbi Bekri qui est avec nous. Bonsoir monsieur Bekri. Béchri, pardon. Oui. Bonsoir monsieur Béchri. Bonsoir monsieur Béchri. Oui, bonsoir. Bonsoir Monsieur Béchri, vous organisez donc si j'ai bien Salam alaikum. bonsoir. Vous organisez si j'ai bien compris demain soir un dîner caritatif à Bobigny en soutien ou en visibilité de l'EHH, donc l'institut qui a été créé en 1990 et qui est aujourd'hui géographiquement à Chinon. Pouvez-vous nous dire d'abord un mot de ce dîner? Est-ce que c'est un dîner annuel? Est-ce que c'est exceptionnel? Et après, on reviendra parler de votre institut pour comprendre ce qu'il fait et comment ça marche. Alors pour le dîner, donc c'est vraiment exceptionnel parce que c'est un dîner caritatif pour aider un petit peu l'institut à continuer à produire et à faire ce qu'elle fait. Donc c'est un dîner exceptionnel, c'est pas annuel, hein. D'accord. Donc de temps en temps, quand on a besoin d'un bouffée d'oxygène, donc on se retourne vers la communauté musulmane en France, voire même en Europe. Hein, voilà, donc nous on est au service et tout ce qu'on fait est au profit de la communauté musulmane et donc on reçoit aucune subvention de l'État comme on forme des imams, donc on est dans du religieux et donc voilà, c'est les premiers bénéficiaires de notre travail, de ce qu'on produit, c'est la communauté musulmane et donc voilà pourquoi on se retourne vers la communauté musulmane pour solliciter leur aide. Adresse et heure, si vous permettez. Alors l'adresse donc c'est 90 avenue Henri Barbus à Bobigny, donc dans la salle des fêtes qui s'appelle La Palme, et ça se trouve à Bobigny, et c'est à partir de 17h que commence l'accueil. Et comment la personne auditrice de France Maghreb 2 intéressée pour faire, est-ce qu'elle vient directement à ce rendez-vous ou est-ce qu'elle appelle un numéro de téléphone, est-ce qu'elle réserve, comment ça se passe? Alors soit on s'inscrit donc sur ish.org. Donc c'est notre site et donc directement on peut s'inscrire pour réserver sa place. Donc il faut alors il y a un accueil aussi pour les adultes et les enfants. Pour un adulte il doit payer 15 € pour le dîner et puis pour l'enfant on paye 5 €. Donc ça c'est quand on réserve sur notre site. Sur place je crois que c'est un peu plus, ça doit être 20 € sur place. Donc voilà, donc c'est tout simple. Hein. Donc dîner en soutien de votre institut à la salle La Palme qui est à Bobigny demain soir à partir de 17h, pour résumer. Voilà. Exactement. Alors une question peut-être, cher monsieur, deux petites questions très courtes. Hein. Est-ce qu'à votre connaissance, les prêtres, les religieux en Alsace-Lorraine sont payés, ou en tout cas les institutions sont payées pour cette formation? En Alsace-Lorraine, je crois que l'État a le droit l'université qui est financée par l'État a le droit de dispenser des cours de théologie, oui. Ce qui n'est pas le cas dans le reste de la France. Vous avez compris, vous avez compris ma question suivante. Vous êtes installé à Château-Chinon, une très belle bâtisse, depuis 1990. Est-ce que aujourd'hui cette idée de s'adapter à la République, à ses règles du jeu et à ses lois, est-ce que l'idée ne vous viendrait pas de transférer physiquement cet institut de Château-Chinon en Alsace-Lorraine pour être à la fois dans la République et jouir, comme toutes les autres religions de France, de ce soutien qui vous mettrait quelque part un peu à l'abri, et de manière peut-être à ce que vos dîners caritatifs ne deviennent pas des dîners de soutien, mais des dîners de visibilité et de réussite? Alors, j'avoue que c'est une bonne idée et on n'a pas encore posé cette idée donc à la réflexion et comptez sur moi. Donc voilà, j'ai noté. Donc on va apporter la réflexion nécessaire pour voir ce qu'on peut faire en Alsace. Oui, c'est vrai. Donc, alors, dernière question. Depuis 90, donc vous formez les imams. Comment ça marche? Comment on fait pour s'inscrire? Et est-ce que vous faites de la formation purement religieuse pour des imams
en arabe et en français, ou est-ce que vous leur dispensez ce qu'on appelle aujourd'hui la culture du vivre ensemble et donc de l'implantation de la religion dans une société multiconfessionnelle, si vous permettez? Alors, depuis 1990, donc création de l'Institut, on a commencé exactement les cours réellement en 1992, donc ça fait plus de 25 ans d'existence. On a formé pas mal d'imams, d'aumôniers, d'enseignants. Donc on a un département de langue arabe pour ceux qui débutent en langue arabe. On a un institut de Coran et donc un institut ou un département de théologie. Alors nous, la voie qu'on a suivie dès le premier jour, c'était la voie de l'équilibre, qui regarde le texte d'un œil et le contexte d'un autre œil. Et donc nos étudiants, ils sont un peu partout, nos anciens étudiants, ils sont des imams un peu partout, des enseignants, connus pour être des gens de l'équilibre, qui sont en train de prêcher justement l'islam comme il doit être prêché dans un contexte laïque. Donc on prend en considération le contexte de notre contexte, le contexte de la France ou de l'Europe. Et donc notre formation est complétée par un certain nombre de matières, en plus de la théologie, un certain nombre de matières qui donnent donc une compréhension du contexte, tel que par exemple l'histoire de l'islam et l'Europe, la laïcité, introduction au droit français, les institutions européennes, voilà, on a un certain nombre de psychologie, introduction à la sociologie. Tout ça, c'est des matières qui sont des matières profanes, mais pour nous, c'est bien avant que l'État s'intéresse à la formation des imams en introduisant dans la formation ce qu'on appelait les DU. Oui. Voilà, nous, on avait déjà, depuis les années 90, ce souci de donner à l'étudiant, en plus de la théologie, une ouverture sur la société. Et donc, il y a pas mal de grands professeurs des universités françaises ou européennes qui ont dispensé de ces matières chez nous. Dernière question en ce qui me concerne. Après, je laisserai mes amis Envers et Christophe Fro vous poser chacun une question et on vous remercie pour votre intervention. Donc, votre directeur vient de partir à la retraite. Est-ce que vous avez fait une belle fête il y a quelques jours pour saluer son travail depuis 92? Est-ce que vous avez nommé un nouveau directeur de cet institut déjà ou pas? Oui, il est déjà nommé. C'est la personne qui vous parle aujourd'hui. C'est votre personne. Bon, donc, enchanté, monsieur le directeur. Voilà, donc félicitations et bonne route. Alors, la question de Christophe. Merci. Alors moi, c'est plutôt une question en guise de réaction de votre part. On a appris récemment qu'il y aurait des imams qui viendraient d'Algérie, du Maroc, pendant ce mois du Ramadan pour des lectures du Coran. Est-ce à dire qu'on est en manque d'imams aujourd'hui en France? Alors, c'est vrai que oui, il y a beaucoup de mosquées en France, et ces mosquées, ils n'ont pas toujours un imam qui peut réciter le Coran, qui mémorise le Coran ou une grande partie du Coran en moins pour pouvoir diriger les prières des tarawih pendant le mois du Ramadan. D'accord. Ça, c'est vrai. Donc nous, on a formé déjà pas mal d'imams, mais il y a toujours une forte demande. Donc voilà, nous on a un institut du Coran qui travaille très bien. On a même été élu le premier institut au niveau de tout le monde musulman comme le meilleur institut d'apprentissage de Coran. Vive la France, hein. Ouais, donc ça veut dire que vous travaillez pour demain en fait. On n'aura plus besoin des imams d'Algérie, du Maroc demain grâce à vous, quoi. Oui, normalement on n'aura plus besoin. Il y a beaucoup de jeunes européens aujourd'hui, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, voilà, qui mémorisent le Coran par cœur, qui sont formés, donc comme des imams ou des enseignants ou des aumôniers, et que demain, Inch'Allah, c'est eux qui vont prendre le relais. Et donc, ça sera du 100% français. Enver de Santos pour une question. La dernière. Alors, donc, ma question est un peu plus simple et un peu plus elle large. était pas compliquée, la mienne. Oh, j'aime la polémique. Mais au-delà, en fait, c'est nous voyons actuellement donc que le gouvernement de Macron, de Monsieur Macron, effectivement, essaye justement de réformer l'islam en parlant d'islam de France, etc. Et sauf à ma connaissance, vous n'avez pas été sollicité en tant qu'interlocuteur. Moi, je me demande si justement vous ne devriez pas, et qu'en pensez-vous justement,
aller interférer auprès donc des services de l'État pour justement être justement cet interlocuteur que justement la communauté aurait, selon moi, dont la communauté aurait besoin justement. Justement. Je pense, on était toujours les interlocuteurs privilégiés de l'État, c'est-à-dire les 3 instituts qui existent en France, l'ISH Château-Chinon, l'ISH Paris et l'Institut Razali de la Mosquée de Paris. On était toujours sur la formation des imams, au moins sur le côté théologique, on était les interlocuteurs privilégiés. Aujourd'hui, avec le gouvernement de Monsieur le Président Macron, on attend parce que ce qu'on est en train de nous dire aujourd'hui, c'est que le moment est à la réflexion. Donc on attend sur cette réflexion, elle va accoucher de quoi pour pouvoir voir ce qu'on peut faire. Je pense que les instituts qui existent depuis les années 90, ils sont incontournables. La communauté musulmane, les jeunes musulmans qui veulent se former, ils savent où aller et donc voilà. Je pense pas moi je veux bien que l'État s'occupe de tout ce qui est matière profane, c'est-à-dire le DU, voire même un certain nombre de matières d'islamologie, donc avec une méthodologie universitaire aujourd'hui qui peut être importante. Nous, c'est ce que je dis tout le temps. Nous, merci Monsieur Véché, parce qu'on a la pub. Les institutions théologiques, nous, on fait de l'horizontal. Les universités d'islamologie, ils font du vertical. Donc, je pense que c'est complémentaire. Merci en tout cas pour d'être intervenu sur France Maghreb 2. Et rendez-vous demain pour votre dîner. Donc, merci de votre invitation. Si on a le temps, on passera pour le dessert. Très bien. Au revoir. Quel gourmand, Tariq Mami. Merci beaucoup et à très bientôt. Je crois qu'on va parler aussi dans un instant de l'organisation de la Coupe du Monde de football au Maroc. Vous savez que c'est le 13 juin qu'on connaîtra le pays organisateur, ou les pays, parce qu'il y a un triplé, je crois, entre les États-Unis, le Mexique et je sais plus quel autre pays. Et nos amis de l'Arabie Saoudite soutiennent les États-Unis, évidemment. Voilà. Oui, non, on est plus surpris, quoi. Reste avec nous. La question du jour aussi, je vous la pose. Est-ce que cette grève de la SNCF va-t-elle se banaliser selon vous? Il y a eu un petit sondage d'ailleurs qui est paru ce matin où 6 Français sur 10 ne soutiennent pas cette grève à la SNCF. On en reparle dans un instant et on recueillera vos avis issus de Facebook et de Twitter. Ne bougez pas sur France Maghreb 2. On est de retour très vite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct avec Tariq Mami et avec Enver Dos Santos qui sont avec nous en ce vendredi. Soyez les bienvenus donc avec il y a quelques instants donc ce dîner caritatif donc qui aura lieu donc demain à Bobigny. Il va se passer beaucoup de choses d'ailleurs ce week-end. Hein. À Palme. Voilà, absolument. C'est une salle qui est reconnue maintenant. Et là, on va parler foot. Oui, parce que il y a du lourd là, messieurs dames. Ça concerne la Coupe du Monde 2026. Je sais, on n'y est pas encore, mais il y a un soutien donc organisé à la candidature du Maroc pour le Mondial de football 2026 qui aura lieu ce dimanche. La candidature donc marocaine pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026 fait la une de beaucoup de médias. Les soutiens s'accumulent, mais pas également du côté de l'étranger. On peut signaler d'ailleurs le soutien de l'Algérie, ça fait du bien quand même. Et pour en parler, nous avons donc monsieur Saïd Latrissi. Bonjour monsieur Latrissi. Allô? Oui, bonjour monsieur Latrissi. Oui, bonjour Tariq. Bonjour Christophe. Bon. C'est juste pour vous dire, c'est le dimanche 15, c'est pas ce dimanche-là, c'est dimanche prochain, c'est le dimanche 15 avril. Ah, donc nous avons encore un peu de temps pour faire une recouche. Ouais, encore une émission en plus. Voilà, c'était pour vous dire, merci de votre soutien. Comme je vous l'ai dit, j'organise un grand rassemblement le dimanche 15 avril 2018 à 14h30 sur le parvis du Trocadéro à Paris pour un grand rassemblement de soutien à la candidature du Maroc 2026 en terre africaine. Voilà. Alors, vous êtes conseiller élu, conseiller municipal, donc sur je suis maire adjoint à Grigny dans l'Essonne et je suis président de l'association Dynamique Maroc. Voilà. Et comment se présente à la fois cette candidature et votre opération? Surtout, moi qui suis très football, mais pour regarder à la télé, pas pour lire les articles. Pour regarder. Alors, c'est quoi cette histoire du FIFA qui souhaiterait changer quelques règles dans l'attribution? Qu'est-ce qui se passe?
Parce que la candidature marocaine commence à faire très peur. Voilà. C'est que voilà, la candidature marocaine commence à faire très peur. Attendez, là, vous êtes en train de faire du complotisme. Non, ça là. suffit pas comme explication. Comme tous les musulmans de France. Hein. Comment vous faites du complotisme comme tous les musulmans de France. Hein. Nous voulons la vraie raison. Non, pas du tout. Non, parce que pour vous dire, là, il y a plusieurs pays qui ont commencé à soutenir la candidature marocaine. Voilà, vous l'avez dit, il y a la France, il y a M. Le Gret, le président de la fédération, qui l'a encore dit hier. Il y a la Belgique, il y a la Russie, il y a l'Algérie, il y a la Palestine et l'Égypte qui ont annoncé le soutien aujourd'hui. La Suède, la Russie, il y a des pays d'Asie, il y a des pays la majorité des pays africains soutiennent la candidature marocaine. Il y a des pays d'Asie et pour avoir la majorité, il faut 107 voix. 107 pays. Oui. Et là, nous sommes déjà à plus de et là, la candidature marocaine est à plus déjà de plus 60 et à plus de 60 voix. D'accord. Voilà. Et c'est quoi cette modification éventuelle qui est intervenue? Comme je vous l'ai dit, techniquement, qu'est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que vous connaissez le détail? Un petit peu, si tu veux, la FIFA est en train de changer les règles du jeu. Oui. Normalement, les règles du jeu devaient être décidées dès le début, avant toutes les candidatures. Bien sûr. Mais là, quand les deux pays, les deux pays, quand je dis le pays, le Maroc et le trio Mexique-Canada, USA ont déposé les candidatures. Là, il y a des nouvelles formules de changement que personne n'est au courant. Mais quel changement? Là, en gros, ils nous disent, oui, il faut que le Maroc, utilise de bons stades, que les stades ne soient pas chers, etc., que à terme les stades, qu'il y ait aussi du monde, etc., etc. Au Maroc, nous avons déjà beaucoup de stades qui ont été construits, même avant la candidature du Maroc 2026. Nous avons déjà des grands stades, que ce soit à Tanger, à Marrakech ou à Casablanca. Voilà, il y aura 14 villes et il y aura 14 stades. Voilà. Bon, donc on demandera à Christophe d'aller chercher les détails de la FIFA. Ouais, exactement. Et n'oublions pas que ces histoires de stades ont toujours existé. C'est de la géopolitique en fait. Évidemment. La réponse, on le saura le 13 juin, hein, c'est ça. Hein. Peut-être avant parce qu'ils veulent disqualifier le Maroc d'ici 15 jours, parce qu'il y a la commission de la FIFA qui vient au Maroc à partir du 16 avril. Pour regarder ce qui se passe dans les stades, etc. Mais nous, le Maroc, la candidature marocaine est prête, mais voilà, ils commencent à chercher des prétextes pour disqualifier le Maroc avant le 13 juin. Allez-y, Christophe. Est-ce que ça serait une bonne nouvelle en matière d'économie pour le Maroc finalement? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il est en capacité d'organiser cette Coupe du Monde? Oui, comme je dis, là, en matière aéroportuaire, nous avons le Maroc a construit des nouveaux aéroports, a agrandi des nouveaux aéroports, celui de Casablanca, celui de Marrakech. Au niveau hôtelier, comme vous savez, avec le tourisme au Maroc, il y a des nuits d'hôtel, il y en a beaucoup. Après, il y aura le nouveau TGV qui sera officiel, qui sera mis en place à partir du mois de juin 2018, Tanger-Casablanca. Ouais. Et par 2026, il va aller jusqu'à Agadir. Voilà. Est-ce que ça pourra créer des emplois pérennes pour les populations marocaines, par contre? Parce qu'on voit souvent cette question dans la plupart des pays, que ce soit au Brésil ou en Chine, quand ils ont voulu organiser des événements sportifs. Est-ce que justement ça pourra permettre après 2026, voilà, c'était un fiasco, même en Grèce, etc. Est-ce que ça pourra permettre de garder des emplois, de créer des emplois et d'assurer justement, la fréquentation des différentes structures que hypothétiquement le Maroc devrait créer pour 2026? La Grèce qui organise la Coupe d'Europe 2004 et après c'est la faillite dans le pays, donc. Non, je vous donne un exemple. Rappelez-vous de Barcelone pour la candidature pour l'Expo universelle pour 92. À l'époque, Barcelone, personne ne connaissait cette ville. Maintenant, Barcelone est devenue une capitale européenne. Il y a du tourisme, il y a du travail, etc. Et je pense que le Maroc, ça sera pareil. N'oublions pas que le Maroc, on est à 2h30 de Paris et de l'Europe. C'est-à-dire qu'on pourra faire venir pour les football, pour les sportifs qui aiment le football, ils pourront venir d'Afrique, d'Europe, etc., etc. Mais par rapport à votre question sur l'emploi, oui, il y aura des emplois indirects. De toute façon, dans le tourisme, etc. En plus, là,
question économique, n'oublions pas que il y a déjà Renault, il y a Volkswagen et Peugeot qui sont déjà construits, qui vont construire des nouvelles usines dans les différentes régions marocaines, et le Maroc va être ouvert au monde aussi. Je peux vous poser une question provocatrice, légèrement provocatrice. Oui. Je pensais que l'Arabie Saoudite était un ami frère du Maroc, et pourtant MBS a annoncé son soutien au trio Canada, Mexique, États-Unis. Ça vous étonne? J'y rajoute. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mais comme vous avez parlé tout à l'heure en introduction de géopolitique, n'oublions pas que le Maroc a été neutre dans la guerre entre l'Arabie Saoudite et le Qatar il y a quelques mois. Et la préposition, cette neutralité. Mais la préposition pour l'Arabie Saoudite contre les Yémen. Exact. Donc, fait partie de la coalition. Non, mais là, je vais vous parler un peu politique, Monsieur Saïd, mais juste pour comprendre. Là, j'allais dire, le Maroc, le pays arabe préféré aujourd'hui des Saoudiens, depuis qu'ils ont perdu le Liban. Le roi du Maroc a toujours joué finement pour ne pas se mettre à dos cette monarchie et tous ses calculs. Et il a même participé à la guerre officieusement au Yémen à côté donc de MBS. Et il est resté neutre dans l'histoire du Qatar. Et là, que font les Saoudiens? Ils font quelque chose qui n'est pas aimable, et je pense que tout le peuple marocain se rappellera de ça, venir soutenir les États-Unis de Trump contre le Maroc de M6. Alors c'est quand même une absurdité humaine. Je suis complètement d'accord avec vous, surtout qu'il y a quelques jours, le président de la fédération de football d'Arabie Saoudite, à plusieurs reprises a dit non, il soutiendra le Maroc, mais comme je vous l'ai dit un instant, l'Arabie Saoudite veut faire payer la neutralité de ce qui s'est passé entre le Maroc et le Qatar. Ils disent, l'Arabie Saoudite dit que le Qatar et le Maroc sont très proches. Donc il faut punir le Maroc pour sa neutralité sur le Qatar. Et le Maroc n'a qu'à se retirer directement de la coalition pour le Yémen. Ça devrait être normal. Comme ça que ça devrait se passer. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, le rassemblement aura lieu le 15 avril prochain. Donc pas ce dimanche dans 2 jours, mais dans 8 jours. C'est ça. Donc vous avez le temps de faire encore des textos, des WhatsApp, du matraquage, et de revenir éventuellement à France Maghreb 2. Voilà. Vous avez avec plaisir si vous m'appelez. Vous avez le numéro. C'est la candidature du Maghreb et c'est la candidature de l'Afrique. J'appelle tous vos auditeurs, que ce soit marocains, algériens, tunisiens, français, africains, à venir nombreux, très nombreux, et à se mobiliser le dimanche 15 avril à 14h30 sur le parvis du Trocadéro, Inch'Allah. En tout cas, Saïd, sachez que France Maghreb 2 est à vos côtés, en tant que partenaire média, parce que si on s'appelle Maghreb, c'est pas pour aller du côté du Qatar ou de l'Arabie Saoudite. Tout à fait. Et que pour nous, toute initiative positive dans l'un des 3 pays, au-delà de la géopolitique, nous sommes le support et le soutien. Donc on vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à revenir chez Christophe au cours de la semaine pour des petites piqûres de rappel. De toute façon, Christophe, amoureux de football, il n'oubliera pas ni la date, ni le lieu, ni le jour, ni l'endroit. Christophe, appelez-moi pour qu'on s'organise un autre rendez-vous, soit vendredi prochain, soit jeudi prochain, comme vous voulez. Je suis à votre disponibilité. À une seule condition, c'est que vous me mettiez bien pour 2026 au Maroc. Comment? Vous me mettiez bien en 2026 au Maroc. Vous l'invitez. Vous l'invitez. Le bonjour à tous mes frères de Ourika. Surtout que là, on attend la candidature de Ronaldo qui serait peut-être, d'après les bruits qu'on entend, c'est que Ronaldo serait ambassadeur pour la candidature du Maroc. Je peux faire ambassadeur aussi, ça, si vous voulez. Après Didier Drogba et Samuel Eto'o, et l'ancien joueur algérien, je ne me rappelle plus de son nom, et ça sera Ronaldo qui serait ambassadeur. On les accepte à notre côté. C'est pas encore officiel, mais Saïd, c'est en train de se négocier. Oui. Vous pouvez rajouter Tarek Mami, directeur de France Maghreb 2. D'accord, ok, avec plaisir. Merci Saïd, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Bon, voilà, cette histoire du Maroc, candidature, je rappelle quand même que ça sera le 13 juin que sera rendu. Ce sera peut-être d'ailleurs le cadeau de l'Aïd pour le Maroc, pour le coup. Inch'Allah. On peut l'espérer. À moins qu'il soit disqualifié. Moi, j'adore. C'est le garçon qui dit à son père, papa, tu sais, dans la course aujourd'hui, je suis arrivé 2e. Et son papa tout fier, il dit, mais il y avait combien de coureurs, mon fils? On était 2. Donc là, pour la Coupe du Monde, s'ils éliminent le Maroc, il y aura un candidat. Forcément, un candidat qui gagne. Oui, en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a un trio de tête il y a un trio Canada, Mexique
États-Unis. Avec un seul pays de foot. Ouais. Mexique. Alors là, pour le coup, ils s'entendent bien les États-Unis et le Mexique. Hein. Oui, parce que c'est grâce au Mexique qu'il gagnera peut-être la coupe. Ah bah oui, peut-être. Écoute, on va essayer de croire au fait que Trump bon, soit fou. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le Maroc? Ça, franchement, ça mérite discussion parce que vous dites savez, oui, Tarek, faut pas trop s'emballer. Bon, non, on a quand même, on a l'exemple de la Grèce, on a l'exemple du Brésil. Oubliez, en Afrique, nous, en général, et au Maghreb et dans certains pays à émotion, ce qui n'est pas toujours le cas de la Grèce. Quand vous donnez de l'espoir, vous donnez de la fierté. Quand vous donnez de la fierté, vous donnez de l'envie. Et quand vous donnez de l'envie, vous donnez de la réussite. Parce que là, vous avez un peuple. Regardez déjà que quand la Tunisie, l'Algérie, le Maroc se qualifient uniquement pour aller au mondial pour jouer un match, la durée et la joie des gens pendant 2, 3, 4 jours. Alors imaginez que pendant 2 ans, on vous dit vous allez avoir tout le monde. C'est non seulement de la fierté, il y aura de la recette économique. Et puis le citoyen marocain qui se trouvera au Bangladesh, en Afrique du Sud ou à New York de passage ou en touriste, sera fier et saura dire nous, le Maroc, le Maghreb, on a déjà organisé ça. Donc c'est très important sur le plan psychologique. Et vous savez, je rappelle toujours, Christophe, que l'économie c'est de la psychologie. Contrairement à tout ce qu'on voit, quand la psychologie va et le bâtiment va, l'économie va. Alors peut-être que psychologiquement ça aidera les Africains à s'unir derrière le Maroc. Tout à fait. Eh ben, tant mieux. Premier sujet, je voulais vous parler de cette rencontre qui a lieu à Ankara depuis mercredi entre Poutine, Rouhani et Erdogan. Alors beaucoup de journalistes et de spécialistes, Tarek Mami, prédisent une éventuelle grande guerre au printemps. Est-ce qu'il faut y croire? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Alors cette grande guerre. La grande guerre où? Parce que moi, mes lectures et mes analyses me proposent d'envisager 3 guerres. Ouais, 3 carrément. 3 guerres. Moi je parlais d'une, vous en mettez 3. Ah, oui, 3 guerres à horizon plus ou moins visible. La première, c'est une guerre qui serait une guerre à la fois palestinienne et libanaise, provoquée par les Israéliens, soutenue par les Américains et par l'Occident, qui va trouver que, encore une fois, nos amis libanais ou palestiniens ne jouent pas le jeu, ne soutiennent pas l'Arabie contre l'Iran et tout le tralala. La deuxième guerre qui est en train de se préparer, c'est plutôt une guerre éclair américano-iranienne, dont le but ne serait pas, cher Christophe, de faire la guerre, mais plus, prosaïquement, plus simplement pour la compréhension des auditeurs, la destruction de 500 sites iraniens en quelques heures, avec toutes les armes du monde qui existent, et juste par avion et par missile. Donc il n'y a pas de guerre, une attaque. Donc, dans ces 500 sites, il y aurait tous les sites iraniens militaires et de recherche, tous les aéroports civils et militaires de l'Iran, toutes les installations électriques, en clair, l'infrastructure d'un pays, les télévisions, les radios, tout ce que vous voulez, en clair, tout ce qui fait qu'un pays marche, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure, et ça, c'est dans la dernière négociation entre Salman, le fameux MBS, qui tous les jours invente excusez-moi chers auditrices et les enfants, une saloperie par jour, et donc qui sera à Paris d'ailleurs, lundi et mardi. Il peut être où il veut, de toute façon c'est pas moi qui irai couvrir les conneries qu'il va dire, et suite à un constat américain, vous avez en clair quelque chose c'est des milliards et des milliards, quoi. C'est 280 milliards de dollars de côté, dont la majorité sont dans des banques américaines et européennes. Quand on vous dit ça, vous comprenez déjà la suite. Si vous donnez pas de votre plein gré, je prendrai ce que j'ai envie de faire. Et Trump, donc, il demanderait en gros 5% de ce montant, mais cash et tout de suite, à la fois pour ne pas retirer ses armées de l'est de la Syrie, et pour détruire donc l'infrastructure, avec cette belle expression que Powell avait déjà utilisée pour l'Irak, c'est rendre ce pays au 19e siècle pour qu'il remette encore 50 ans à tout reconstruire. Donc voilà les 3 guerres que mes analyses font voir. Quelle guerre il faut craindre celle de l'Iran. Celle de l'Iran. L'Iran, si elle était attaquée et si elle venait effectivement en quelques heures à perdre ne serait-ce que 200 sites sur les 500, je peux vous dire qu'Israël
changera, je le dis tel que je le pense, il n'y a pas de ni antisémitisme ni quoi que ce soit. C'est-à-dire, vous savez, quand vous blessez quelqu'un à terre, tout ce qu'il a, il l'envoie sur son dernier ennemi immédiat, et Israël risque donc de changer de géographie, parce que, si vous voulez, vous ne pouvez pas vous permettre de venir détruire comme ça, et puis après vous auriez tout de suite et immédiatement le nouvel axe, je dirais pas ni du bien ni du mal, mais vous aurez la Chine, l'Inde et la Russie qui se redresseront dans les quelques heures qui suivent pour dire: États-Unis, maintenant tu arrêtes parce que ça suffit, c'est terminé, vous êtes arrivé au bout. Et la dernière sortie d'Erdogan, en qualifiant Netanyahou de terroriste? En fait, moi j'adore, vous connaissez Christophe, ma phrase préférée, c'est super quand je peux prendre un texte très bien écrit, que j'enlève un nom, que je mets un autre et ça marche. Donc le texte qu'il a fait de Netanyahou, moi je retire Netanyahou, je mets Erdogan et tout reste valable. C'est-à-dire? Il qualifie donc d'agresseur, d'oppresseur, de tout ce qu'il veut. Il enlève le mot de Netanyahou, il met le mot Erdogan, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui, lui, en Syrie, notamment à Afrin. Je vous rappelle juste qu'il y avait une porte et une fenêtre pour entrer en Syrie pour tous ces salopards de terroristes. La petite fenêtre, c'était la Jordanie, et la porte ouverte, c'était la Turquie. Plus de 350 000 personnes islamistes, révolutionnaires, rebelles de 132 pays sont passés par la Turquie. Je connais le cas des Tunisiens et le cas des Marocains. Moi, les Algériens, tout simplement pour les Tunisiens, ils prenaient un vol commercial pour aller en Turquie, et quelques jours, quelques semaines après, ils se retrouvent directement sur le territoire syrien en qualité d'islamistes révolutionnaires, rebelles armés pour sauver l'islam. Et justement. Et idem pour les Tunisiens, quelques autres quittaient même à pied la Tunisie pour aller en Libye. De Libye en bateau, on se retrouve en Turquie, et même chemin. Donc, si vous voulez, quand on ouvre la porte de l'enfer chez ses voisins à travers de ce soi, il faut pas être surpris qu'un jour les voisins vous envoient la même chose, voire un peu plus. Et justement, puisque vous parlez de la Tunisie, ça tombe bien, on avait prévu aussi d'en parler pour parler de la mort de Chakri Fakhraoui, qui a été tué dans la nuit du 31 au 1er avril dernier, lors d'une opération de gendarmerie. Il a été très médiatisé, parce que l'homme en fait était l'un des responsables présumés d'un groupe affilié à Daesh, impliqué dans plusieurs attentats donc contre des militaires dans la région de Kasserine, dans le centre-ouest du pays. Pourtant, pas un jour ne se passe sans que les médias tunisiens ne rapportent une arrestation de takfiristes. Selon le porte-parole du ministère de la Défense, près de 168 islamistes armés ont été arrêtés depuis 2014. Et sans oublier le nombre de personnes jugées dans des affaires à caractère terroriste, il s'élève à 190. Les médias tunisiens rapportent environ 1270 personnes incarcérées ayant des liens avec le terrorisme. Ce sont là des chiffres qui font froid dans le dos quand même pour un petit pays qui s'appelle la Tunisie. Et pourtant, on entend peut-être voir justement cet angle des islamistes armés d'une autre manière que la France, Tarek Mami, non? Alors, ce qui fait beaucoup, grandement pour moi, froid au dos, c'est pas, je le dis cash comme ça me vient comme ça à l'esprit, c'est pas le nombre de personnes arrêtées aujourd'hui en Tunisie pour takfirisme, terrorisme, rébellisme, je vais inventer le mot, c'est le fait que la pseudo-révolution tunisienne a commencé par prononcer une amnistie et de vider les prisons, y compris des gens condamnés sous Ben Ali pour terrorisme, parce qu'ils ont participé à l'opération de Ben Slimane et à d'autres opérations, et que ces gens sortis, la prison ne leur a servi à rien, et que quelques années après, la police qui les a arrêtés de Tod Ben Ali, la justice qui les a condamnés de Ben Ali, refont le même travail pour aller les arrêter de nouveau, et les juger de nouveau pour mettre quelques-uns d'entre eux en prison. Donc, si vous voulez, il y a un manque de vision en Tunisie sur cette question-là, et aujourd'hui la question se pose en Tunisie comme il se pose en France, mais je pense que les solutions seront plus simples en Tunisie qu'en France. Toutes ces personnes qui vont tenter de revenir, c'est-à-dire la société tunisienne est aujourd'hui assez, immunisée contre ce phénomène, que même les voisins si ces jeunes reviennent, qui sont en prison ou pas en prison, vont les mettre de côté et en quarantaine, qu'alors qu'en France, la tâche va être uniquement répressive. En Tunisie, cette tâche va être à la fois répressive par l'État,
par la police, par la justice et par la prison, mais répressive aux yeux de voisins. Et ça, c'est beaucoup plus important dans une société. Vous ne pouvez pas vivre tout seul dans votre coin et vous serez obligé d'une manière ou d'une autre à demander des excuses 24 sur 24. Et encore, les gens vous regardent d'une certaine manière. Donc la situation des, je sais pas comment on va les appeler maintenant, les retournés ou les revenus ou je sais pas quoi en Tunisie, en France. C'est bien un terme. Les revenants. Les revenants, si vous voulez. Ouais. Les revenants, c'est généralement, et vous avez raison, Christophe, c'est les revenants d'après la mort, parce que ce qu'ils ont fait, tuer les autres, ce qu'ils ont fait comme acte, c'est vraiment la mort. Et donc, pour la France, ça sera beaucoup plus difficile, et je suis un peu pessimiste. Par contre, au retour en Tunisie et au Maroc, même si les Marocains étaient moindres, je suis un peu plus optimiste, parce que la pression sociale est forte dans ces pays, et que ça vous oblige quelque part à vous repentir, peut-être pas dans votre cœur, mais dans votre parole. Bon, eh bien, on va faire une petite pause et on va dans la dernière partie de ce LGF parler de la question du jour, puisque il y a cette grève. Et j'espère que nous allons pouvoir parler Ziad, que nous n'arrive pas à joindre pour l'instant. Palestine, à Gaza, parce que le téléphone, l'électricité est coupée, donc votre téléphone. Non, mais ça sonne, mais ça répond pas. Donc voilà. En ce moment, il y a des grosses manifestations. Il y a un mort. Alors aujourd'hui, la semaine dernière, le dernier vendredi, c'était 17 morts et 200 blessés. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à 1 mort et à 15 blessés, et ça va être comme ça tous les vendredis. Et là, tout d'un coup, vous n'avez plus d'institutions qui s'appellent droits de l'homme à travers le monde. Exactement. Vous avez plus d'Américains, vous avez plus d'égalité, de fraternité. C'est-à-dire que clairement, ce qui est interdit dans tous les pays du monde est manifestement autorisé pour le gouvernement israélien, qui, je le rappelle, comme le disent beaucoup de monde aujourd'hui, y compris des juifs de nationalité française, donc des juifs français, que c'est l'extrémisme lui-même qui est au pouvoir avec l'extrême droite israélienne. Pub, et on est de retour très vite sur France Maghreb 2, vous ne bougez pas. 2018, donc du retour. Nakba, oui. La Nakba. Le 15 mai. Ce sera peut-être l'occasion pour ceux qui seront présents demain de poser justement des questions quant à la situation, au changement, quelles évolutions. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de très très grandes nouvelles, mais bon. Alors, dans le calendrier, on a commencé à cocher des dates, puisque vous le savez, depuis mardi a débuté la grève à la SNCF. Donc, pour faire simple, c'est 2 jours de grève, 3 jours travaillés. Et ainsi, nous avons le calendrier jusqu'au 28 juin prochain. 3 jours de grève? Non, 2 jours de grève, 3 jours de travail. 2 jours de grève successifs? Oui, absolument. Ça s'appelle à l'étouffer, ça. Donc, juste on vous laisse le temps de respirer pendant 3 jours. C'est ça. Ah oui, d'autant plus que les techniciens de la SNCF expliquent que après 2 jours d'interruption de trafic, il est très compliqué de remettre les machines en marche, parce qu'il y a des automatismes mécaniques. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a des vérifications strictes. Concernant un train qui n'a pas tourné pendant 24 heures, on doit procéder à des vérifications techniques extraordinaires. Voilà. Donc ça prendra du temps. Du coup, il y a quelques ralentissements le lendemain, et puis le surlendemain. En fait, ça fait 2 jours de grève pleine. Voilà. 1 jour de grève perlée. Et je peux vous dire qu'elle a été bien subie celle-là, parce que 2 jours de fonctionnement normal. Absolument. Du coup, en croit d'ailleurs un sondage, 6 Français sur 10 ne soutiennent pas cette grève à la SNCF. Est-ce qu'elle risque pas de se banaliser? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui, cette grève à la SNCF. Enver, d'ailleurs, tu peux aller faire un petit tour pour voir ce qu'en pensent nos auditeurs sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Sachant d'ailleurs que j'ai appris qu'il y avait une cagnotte qui avait été lancée pour soutenir les cheminots grévistes, et qu'elle a recueilli 200 000 euros quand même, hein, ce qui est pas mal. C'est pas mal. Donc pour les grévistes, est-ce que cette histoire de grève là, telle qu'on la voit, Tarek, telle qu'on l'a subie aussi, un petit peu une grève inédite dans sa manière d'être, est-ce qu'elle risque pas de se banaliser? Alors, première réflexion, moi ce qui m'étonne, c'est que manifestement la RATP, les métros continuent à fonctionner. Alors, est-ce que ce ne sont pas les mêmes syndicats qui sont chez les cheminots et à la RATP? En tout cas, le métro, il n'y a pas de grande perturbation. C'est pas forcément les mêmes statuts quand même. Oui, mais bon, normalement, quand ils font des solidarités, des fois, ça part dans ce sens-là. Non, mais solidarité, quand on perd de l'argent, il n'y a plus de solidarité, Tarek Mami, vous le savez.
Ah bah je sais pas. Moi je sais pas. Aujourd'hui je suis pas du côté des grévistes, donc je sais pas combien ça coûte. Donc ça c'est la première. La deuxième en fait, c'est une nouvelle stratégie qui a été faite par les syndicats face au fiasco qu'ils ont eu quand ils ont voulu tout faire au début du mandat du président Macron sur donc le changement de statut de travailleurs en général et de comment on appelle ça le code du travail qui a été modifié. Et donc je pense moi qu'il y aura ce qu'on peut appeler une solidarité par intermittence. Chacun va être solidaire le jour où lui il a pas beaucoup de rendez-vous à l'extérieur. Et pour les travailleurs, bon, je pense que ça va tourner autour de, en gros, 40 pour, 40 contre. En tout cas, on a assisté quand même à des images assez spectaculaires à la gare de Lyon mardi matin, où les gens, il y avait une telle cohue sur les quais que les gens traversaient les voies pour rejoindre leur quai, des enfants qu'on arrivait à passer par les vitres pour rentrer dans le RER parce qu'il y avait plus de place. Et sachez que le mercredi, les caméras de télé étaient interdites dans les gares. Et donc la SNCF, voilà, ne voulait pas qu'on montre ce spectacle pitoyable qu'il y a eu à la gare de Lyon, parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Oui, et j'ai vu même que des cheminots sont rentrés dans des studios de télé pour revendiquer. Oui, devant BFM. Notamment. Dans des studios de TV, y compris pour reprocher à ce média et à d'autres médias le traitement médiatique qu'ils donnent. Et en clair, aujourd'hui, de toute façon, ça devient très difficile de donner de l'information plurielle et diversifiée. Il y a une espèce de version qui s'impose, et par l'AFP, et des fois par une dépêche, et tous les médias suivent derrière. C'est peut-être ça aussi qui énerve nous, ici, à France Maghreb 2, pour le traitement de l'information des citoyens musulmans, et les cheminots doivent ressentir la même chose. La télé, en clair, elle explique à tout le monde qu'ils ont tort. Exactement. Alors, qu'en pensent nos auditeurs, Enver? Eh ben, écoute, sur Twitter, on est à 83% de réponses positives dans la grève à la SNCF se banaliser. Ouais. Donc oui, à 83%. Et sur Facebook, on est à 76%. Donc c'est majoritairement la même chose. Oui, pas sûr qu'après un mois de grève, le soutien soit encore. Alors je sais pas que si, quand Christophe vous posez la question à se banaliser, est-ce que ça veut dire anti-soutien ou pro-soutien? Non, ça veut dire ni anti-soutien ni pro-soutien, mais finalement une grève qui passe inaperçue, quoi. Non, elle ne passe pas inaperçue. C'est-à-dire que les gens s'organisent en conséquence, et compris ceux qui ont la possibilité de ne pas, ils vont s'habituer, et auquel cas, ça veut dire d'autant plus qu'il y a le télétravail qui est quand même fait surface, et que la possibilité donc de travailler à la maison. Et cette lecture peut être une lecture positive pour les grévistes. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à imposer à l'État de modification de comportement des citoyens, ce que l'État ne veut pas. L'État veut toujours avoir des brebis qui suivent et des moutons de panurge. Et donc, ce serait une forme de réussite. C'est-à-dire, imaginez, cher Christophe, que le jour où le train fonctionne, il est super bondé. Le jour de la grève, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est-à-dire que les gens ont admis que la bataille, quelque part, ne les concerne pas, et que le gouvernement aurait plutôt intérêt à ne pas tout chambarder, parce que sinon il va se retrouver avec des absences derrière, parce que quand vous organisez ça, vous finissez à des absences médicales, à des absences d'accidents de route, à plein de choses qui n'auront pas service à l'économie nationale. Alors la question sera à ce moment-là, comment l'information va être traitée par les médias? Tout à fait. Est-ce que justement ils vont aller dans ce sens-là et expliquer que c'est une victoire justement pour les grévistes? Non, ça ils ne le feront pas. Ou est-ce qu'ils vont dire le contraire? La grève n'a pas suivi, la population ne suit plus. Prochain jour de grève, dimanche, lundi, et puis ensuite vendredi, samedi prochain. Non, mais ils sont corrects parce qu'ils auraient pu faire tous les lundis, mardis travail, tous les mercredis et épargner les samedis, dimanches. Ben non, ils sont dans un cycle. Il y a un week-end au mois d'avril, ça tombe samedi, dimanche. Voilà. Oui, pour la grève. Non, mais ils auraient pu ne pas mettre de samedi dimanche du tout dans leur grève. Et donc, en fait, tu irais pas jusque là, parce que étant usager des transports, je peux vous assurer que non, ça commence à suffire, quoi. Et je sais pas d'ailleurs si c'est la bonne solution, parce que ces messieurs là-haut dans les palais là, ils s'en tapent complètement de la grève, et ils la subissent pas. Nous, on la subit par contre. C'est un peu comme notre cher député République, qui justement quand on lui demande si justement lui-même prend les transports, parce que justement il a accusé donc les cheminots de bénéficier de billets gratuits, etc. Et quand on lui pose la question, mais vous, monsieur le député, en tant que député, vous avez également droit à des voyages gratuits, et lui fait, je ne répondrai pas à la démagogie. Donc c'est un peu facile. C'est de la démagogie lorsque ça les concerne. C'est ça. Bon, dans le zapping, tiens, on va parler de monsieur Macron, monsieur le président Macron, qui a été hier rencontré les soignantes de
de Rouen. Les soignantes, les aides-soignantes. Du CHU de Rouen. Ouais. Et il y a eu une discussion assez houleuse, on peut le dire. Hein. Macron, il aime bien d'ailleurs se mettre en scène là-dessus. Écoutez. Jamais baisser son déficit public, contrairement à toutes les économies qui sont autour de lui suffisamment, et qui va vers les 100% de dette rapportée à son produit intérieur brut. Vous savez, faut pas croire. C'est vos enfants qui le payent quand c'est pas vous. Le déficit public, c'est beaucoup les banques pour l'instant. Mais non, c'est pas vrai. Les hôpitaux, ni les cheminots, Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pas. Pardon de vous dire, c'est pas les banques. Vous dites des bêtises. Je suis pas persuadée, moi. Mais La dette, c'est nous qui la payons. Mais la dette, non, c'est nos enfants qui la paieront. Donc nous aujourd'hui, nous vivons à crédit. Ça fait des décennies que ça dure. Oui. Et donc, si nous ne faisons rien, ce sont nos enfants. Et eux n'auront pas de choix. Et eux, ils ne pourront pas savoir s'il faut arrêter ou pas la T2A. On est sûr d'une chose, c'est qu'ils n'auront plus le même hôpital. Donc moi, ma responsabilité... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Parce que là, on a encore les moyens de changer. Et c'est ce qu'on va faire. Et on va investir. Et les budgets sont en augmentation, contrairement à ce que vous dites, tout ce qu'on vous fait dire. Mais je peux vous le dire, les yeux dans les yeux. Et j'assume des choix... 3-4% d'augmentation de croissance d'activité et moins 2% de budget pour la santé cette année. L'activité des hôpitaux en France a baissé de 2%. Il y a moins d'activité dans les hôpitaux alors qu'on augmente le budget. Il n'y a pas moins d'activité, il y a des patients qu'on ne peut pas. Non mais c'est les chiffres que vous donnez. Mais les budgets sont en hausse. Les budgets sont en hausse. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce serait faux de dire qu'on peut dépenser l'argent comme ça sans regarder. Ma responsabilité, c'est aussi de dire qu'il faut le dépenser intelligemment et efficacement. Et donc oui pour le faire, oui pour investir dans la santé, c'est essentiel, mais oui pour le faire bien. Ça fera partie des annonces demain. Oui, vous pouvez me faire dans les annonces des postes. Des postes parce qu'on manque de personnel. Il y a des catégories de postes où il faut le faire, des conditions d'accueil. Il y a des réorganisations à faire parce que vous avez raison que c'est très dur de parler des urgences. C'est des fermetures et des suppressions de postes. On remplace pas un départ sur deux en retraite si il y a des suppressions de postes, on n'y arrive pas tous les jours. C'est des suppressions de postes. C'est voir dans les activités de service. Moi je pense que c'est ça en fait. Voilà, donc discussion houleuse avec donc les aides-soignantes donc du CHU de Rouen. Là, il est complètement dans la démagogie quand même, le président de la République, non, Tariq Mami? Oui, là, ça devient la fière d'empoigne. Ce n'est plus un président qui parle à des travailleurs, comme dirait l'autre, le syndicaliste, et ce n'est plus des travailleurs qui parlent à un président de la République. En fait, les gens ont l'impression que eux, ils sont délaissés dans leur métier, et donc ils se lâchent et ils parlent. Même pas comme un plateau de télé, exactement. Mais comme sur un stand de marché, comme un café, ils disent non, on n'est pas d'accord, Mais là, il a tort de banaliser ce genre de choses, parce que tant que c'est structuré entre le président de la République et une personne, on peut assister à un échange, comme c'est arrivé par exemple avec madame, comment s'appelle, l'épouse du militant. Oui, voilà. Et qui lui dit je veux voir mes enfants, et ça donne une impression d'échange entre un président qui a un pouvoir et un citoyen qui a une raison à défendre. Mais là, dans le CHU, ça devient est-ce que tu sais est-ce que si tu sais pas. Donc ça fait brouhaha, ça fait pas échange entre un président de la République et un citoyen qui a une cause à défendre. Alors, on va continuer notre zapping dans un instant. Un autre invité dans ce LGF, décidément beaucoup d'invités aujourd'hui, monsieur Hicham Benaïch. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas ma faute à moi, Tariq Mami, cher Christophe, si plein de gens font des choses, que la mission de France Maghreb 2 est non pas de mettre en valeur ces gens, mais de mettre en valeur leur action et d'expliquer ce qu'ils font, parce que on se plaint dans la communauté franco-maghrébine en général qu'il n'y a pas d'assez d'initiatives. Là, aujourd'hui, des initiatives, on en a plein, et cette initiative qui est une initiative permanente et qui va être développée par notre ami Hicham Benaïch, c'est plutôt un groupe de presse qui édite donc des journaux en français et en anglais à destination du public africain depuis des années, et dont je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et donc de temps en temps, quand il y a la publication des derniers numéros de ce groupe, on invite notre ami Hicham pour qu'il en parle. Hicham, bonjour. Merci. Bonjour, merci en tout cas de cet accueil et surtout cette pédagogie d'abord en termes d'infos et surtout ces focus permettent aussi d'élargir l'angle et de voir que le monde tourne et dans une pluralité qui enrichit tout le monde en réalité. Alors un petit mot sur le groupe d'abord, et après on vient aux deux numéros qui viennent de sortir. Absolument. Le groupe existe depuis une cinquantaine d'années. Il est né entre
Paris et Londres, puisque le groupe a 8 publications. Il a été fondé par un homme qui s'appelle Afid Ben Yader, qui a fait HEC, un connaisseur de l'univers, en tout cas de l'entreprise, et un homme qui a finalement basculé parce qu'il a au sortir de HEC, il avait fait une école de commerce, et puis il avait fait son apprentissage dans Jeune Afrique à ses débuts, et c'est lui qui était ce qu'on appelle celui qui a ouvert les bureaux de Jeune Afrique et le champ de Jeune Afrique en Afrique notamment. Et donc à partir de cette expérience, une dizaine d'années, il a vu que la partie anglophone de l'Afrique doit avoir un titre équivalent à Jeune Afrique, d'où la création des titres. D'abord en français, en anglais, on est leader dans la partie lusophone et anglophone à travers New African, à travers 4 magazines en anglais, donc New African, African Business, African Woman et African Banker, et chaque titre a sa vocation. Et aussi cette approche particulière qu'on a de l'Afrique. On a aussi 4 magazines en français qui sont gérés à Paris, et on est véritablement dans cette approche panafricaine, et ce continent, quand on a une vue à 360 degrés avec cette diversité, vraiment on sent la force de ce continent et de sa force dans le futur, parce que aujourd'hui l'Afrique c'est 1 milliard d'individus, en 2050 de 2,5 milliards, et 70% de ces 2,5 milliards seront des jeunes. Donc c'est dire la force vitale. D'ailleurs on dit la jeunesse c'est le pétrole vert d'une nation. Donc c'est véritablement une force de conversion et de transformation que les Africains doivent saisir. Ouais, alors un mot sur chacun des 2 numéros qui viennent de sortir. Notamment vous avez sorti un super numéro que vous appelez pratiquement tous les ans les 100 personnalités africaines de l'année. Un mot sur ce chapitre, sur ce numéro-là, puisqu'il est en langue française et disponible donc dans les kiosques et sur votre site. Absolument. Mais c'est notre 5e classement. Donc c'est vraiment un numéro très attendu qui s'appelle les 100 Africains de l'année. Et c'est le Maghreb, évidemment, il est très présent chez nous, parce nous avons une séquence Maghreb. Donc nous avons un correspondant maintenant ici délocalisé en Tunisie, en Libye, dans tout le Maghreb. Et évidemment, ces Africains, on a découvert d'abord ces talents qu'il faut mettre en avant. Évidemment, la méthode mérite d'être affinée, et je crois qu'il faut lui donner cette force d'un équilibre et d'un choix beaucoup plus rationnel. Mais on le fait avec nos moyens. En tout cas, on met en avant ces personnalités. Une centaine, pardon. Une centaine. Oui. Comment on fait pour acquérir ce journal qui un peu, pour moi, a toujours été une espèce de surprise, parce que le titre est en anglais, New Africans, mais que tout le contenu est en français. Comment fait-on pour l'acheter? D'abord, il est dans les kiosques, vendu en kiosque, et puis on peut s'adresser, si on ne le trouve pas pour nous alerter, au bureau à Paris. On est au 77 rue Bayen. Oui. Et le site internet, ils peuvent demander info@icpublication au pluriel.com. Oui. Ils demandent des infos, et il y a magazine-de-l'Afrique.com, notre site. En tout cas, on réagira. Et normalement, on est diffusé dans pas mal au drugstore, à Charles de Gaulle Étoile, et plein d'autres. Dernier mot, donc c'est un mensuel, il sort tous les mois. Comment ça se passe, ce journal-là? Celui-là, il est trimestriel en réalité, parce que le mensuel, c'est African Business, d'accord, qui s'appelle le mensuel des dirigeants africains. Et nous avons African Woman en français et African
bancaire qui est très pointu sur les banques, finances et assurances, etc. Donc voilà. Merci Monsieur Benaïch. On se donne rendez-vous dans un mois ou dans un trimestre. On verra selon les paritions que nous recevons. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Et d'un invité à une autre, j'ai envie de dire, mais celle-ci elle s'est invitée pour nous signaler un rassemblement pour Gaza à Marseille ce dimanche. Sonia, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci de m'accueillir. Voilà, c'était juste pour dire à tout le monde que tout le monde est le bienvenu à un rassemblement qui aura lieu dimanche à 16h au Vieux-Port en soutien à la résistance du peuple palestinien. On peut pas faire mieux. Dimanche, il fait beau, en ville, voilà. Si les gens qui passent leur temps à polémiquer sur Facebook, qui pouvaient venir montrer que on est là et qu'on soutient, ça serait déjà pas mal. Qu'est-ce qui organise ? Surtout Marseille, c'est pas anodin, c'est une ville qui est jumelée avec Israël, c'est une ville à tous les niveaux qui collabore, que ce soit régional, départemental ou même la mairie. Du coup, c'est bien aussi de montrer que la population soutient, et pas que sur Facebook avec des likes. Et qui organise ces rassemblements ? C'est nous, c'est des citoyens, sans assaut. On a attendu, on n'a vu personne, alors on a dit on va faire ça. Ah bah très bien, c'est bien joué. Très bien. Alors, en tout cas, en effet. c'est dimanche, rappelez-nous l'heure, l'endroit exactement. Alors dimanche à 16h au Vieux-Port. Ce dimanche, dans 2 jours. Ce dimanche-là, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, cher. Merci à vous surtout, continuez comme ça, à bientôt. Et vous avoir eu le bon réflexe d'appeler France Maghreb 2, vous nous écoutez à Marseille sur le 93.8. Absolument. Merci beaucoup et bon courage aux Marseillais qui vont aller manifester donc sous le soleil, j'allais dire habituel. Alors pour notre nouvel invité, il a éteint son portable, hein, donc pour la soirée de demain, peut-être on parlait en 2 mots. Oui, en 2 mots. Alors en fait. Épinay. À Épinay, donc c'est une association qui va organiser une grande soirée donc qui doit s'appeler Maghreb en musique ou Maghreb en fête pour sa 3e édition. Et donc France Maghreb 2 est partenaire de cette opération. Et il y aura des chanteurs, il y aura un chanteur qui s'appelle Vigan que je connais pas. On m'a dit qu'il a participé à The Voice ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais il y a surtout la marocaine Tachinoui, très connue, une grande chanteuse en chleu marocain, en berbère marocain. Ouais. Et il y a Zahwania. Et puis il y a d'autres. Nasser Riwan, je crois. Et Nasser Riwan, voilà, le reliquat du groupe célèbre Nasser Riwan. Et donc c'est à la salle. Alors je vais vous donner ça dans quelques secondes. Mais en tout cas, donc à Épinay, il y a le spot qui tourne. France Maghreb 2 est partenaire et France Maghreb 2 aura un stand demain soir sur place. Si vous voulez saluer une partie de l'équipe, vous êtes les bienvenus dans cette salle. Et on aura normalement, si les conditions techniques le permettent, le mot du maire de la ville en direct sur les ondes. Excellent. Et puis le partenariat sera annoncé parce que c'est une soirée annuelle et on nous a sollicité pour qu'on puisse travailler ensemble et donc on y va. Alors dernier petit mot parce qu'il fallait qu'on en parle quand même, bien qu'il soit très discret à ce sujet, sachez que Emmanuel Macron s'intéresse à l'islam en France. Il écoute plusieurs personnalités comme on en parlait tout à l'heure, notamment Hakeem Karoui, Rachid Benzine en tête. Le président de la République a lancé une grande série de consultations parmi les personnalités reçues à l'Élysée ou rencontrées hors des murs du palais. Sharon Cancan, c'est la danoise d'origine syrienne devenue imam, l'islamologue Gilles Kepel ou encore le philosophe tunisien Youssef Sedik. Mosaïque donc de personnalités dont on a du mal à savoir ce qu'elle pourrait apporter à Emmanuel Macron. Si en concertation avec le ministère de l'Intérieur, l'Élysée prépare un plan d'ensemble qui devrait servir à structurer l'islam de France. On a l'impression que les autorités françaises se cherchent sur le sujet. Il faut dire que l'ignorance a souvent d'ailleurs été de mise quant à l'islam en France. On se souvient notamment de Sylvie Gauchemont, rapporteur d'une mission sénatoriale sur la formation sur la filière viande qui confondait alors halal et kasher lors de l'audition des représentants du culte musulman, ou encore de Manuel Valls qui désire interdire le salafisme en estimant que ce courant est trop politisé. Force est de constater que l'État... Excuse-moi Christophe, même l'anarchisme n'a jamais été interdit par la loi en France. L'anarchisme. En tout cas, force est de constater que l'État donc patauge. Invité du grand jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche, Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, a expliqué à demi-mot que les autorités politiques du pays avaient du mal à se structurer sur une fameuse restructuration de culte musulman, tant elles ne comprennent pas les enjeux. Il est difficile de fermer des lieux de culte que vous ne connaissez pas, a-t-il lâché de façon laconique. Donc même Darmanin reconnaît que c'est compliqué. C'est dire que ça risque d'être vraiment très compliqué.
Ce qui est compliqué, cher Christophe, c'est le fait que la France aujourd'hui est en train de payer le prix de la France d'hier. C'est-à-dire au moment où il y avait des grands personnages non musulmans, mais qui connaissaient la culture et la religion musulmane, les Jacques Berck et tous les autres, on n'a jamais fait appel à eux pour faire un travail de compréhension. Je vous rappelle juste que les premières initiatives pour organiser l'islam en France sont sorties de la tête de, comment s'appelle, les ministres de l'Intérieur qui étaient Chevènement en deux et celui qui l'a précédé, le premier ministre de l'Intérieur de M. Mitterrand en 81, Pierre Jox, qui avait fait des choses. Et à l'époque, pratiquement toute la classe politique était contre. Et aujourd'hui que ces gens ne sont plus là pour aider, on va chercher des gens qui ne connaissent rien. Moi, j'ai rien contre qu'on aille chercher un imam, un intellectuel, un rabbin corse, un rabbin juif, M. Coursi, un intellectuel franco-tunisien, M. Sadir. Mais je suis pour qu'on repartisse le travail, j'allais dire, en deux chambres. La chambre des connaisseurs de la religion et la chambre des connaisseurs de la société française pour essayer de construire un pont entre les deux, parce que si vous voulez, on ne peut pas se dire dans la laïcité et laisser tomber une partie qui est le culte pour s'occuper soi-disant de la société civile. Il faut les deux. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir, j'allais dire, un laboratoire à ciel ouvert, on l'a dit tout à l'heure, l'Alsace-Lorraine. Nous n'avons, en tant qu'État, qu'à faire installer des choses dans ce département d'Alsace-Lorraine pour pouvoir faire toute l'expérience, pour toutes les expériences possibles, tant en termes de culte que de termes de laïcité et de société civile. Et là, peut-être qu'on aura comme interlocuteurs des gens qui connaissent leur métier et non pas de brandeurs d'idées de ceux qui viennent dire ça c'est bon, ça c'est mauvais, comme Keppel et comme d'autres. Il faut la dimension humaine à toute organisation humaine. Enver, rapidement en un mot, avant Libertad. Bah écoute, en un mot, c'est malheureusement souvent ce qui arrive. On demande à des ignorants donc de répondre sur des questions qui normalement doivent faire appel à ceux qui ont la connaissance. Et on sait comment ça se termine. Eh bien, vous pouvez réagir dans un instant, puisque Libertad arrive, le numéro de téléphone 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. À tout de suite sur France Magazine. LGF, le grand forum. Merci d'être avec nous, avec Tarek Mami et avec Enver De Santos. Enver en forme aujourd'hui. Hein. Oui, même vous d'ailleurs. Totalement, j'ai la crève. En général, je suis plus piquant, je vous prie de m'excuser. Allez, Libertad, vous avez envie de vous exprimer, c'est maintenant 01 40 33 9000. Oui, vous en trouverez une radio qui vous donne la parole comme ça. On décroche le téléphone sans savoir qui y est. Là. Et ce que vous allez nous dire, on ne sait pas. Des fois c'est intéressant, des fois un peu moins, faut le dire. Ouais. On va voir ce qui se passe du côté du standard 01 40 33 9000. Bonsoir. Oui, bonsoir Nasser de Paris. Bonsoir Nasser de Paris, soyez le bienvenu mon cher Nasser. Qu'est-ce qui se passe Nasser? Merci à vous les gars, vous avez une bonne émission. Je voulais réagir par rapport à l'Arabie Saoudite et puis par rapport à la Coupe du Monde 2026. Oui. Bon, j'ai envie de dire, on n'attend rien de ces gens-là. J'ai envie de dire tant mieux qu'ils ne soient pas avec nous. Et bravo aux frères arabes, soi-disant musulmans. Bon, on avait l'Algérie qui faisait la guerre au Maroc depuis 40 ans. Maintenant, on a l'Arabie Saoudite. Là, vous faites de la confusion. Non, là, vous faites la confusion parce que l'Algérie soutient la candidature du Maroc au football. Absolument. Oui, soutient la candidature du Maroc. Ouais. Heureusement, j'ai envie de dire. Ouais, bah. Mais un petit ça. Restons dans le foot. Restons dans le foot. Mélangeons pas tout parce que si vous continuez comme ça, chers messieurs, ni les Algériens ne vous soutiennent, ni vous ne soutiendrez l'Algérie dans une autre affaire. Quand on parle foot, s'il vous plaît. Ouais, parce qu'après, on va pas rajouter les affaires du Polisario et compagnie. Tant mieux qu'il n'y a pas les Saoudiens avec nous. Bon, bah ça, c'est dit, Nasser. Ouais, merci. C'est mélangé quand même. Non, mais moi je la mélange si vous voulez, mais vous la gagnerez tout seul, sans le soutien donc de l'Afrique subsaharienne, de l'Algérie, de la Tunisie et des autres. Bon courage, monsieur. Merci, Nasser. Bon, non, il veut pas des Saoudiens, quoi, c'est tout. Non, il veut pas de Saoudiens et il veut juste des Algériens, mais à condition qu'ils les attaquent jusqu'au bout. Oui. Non. Bon. 01 40 33 9000. Le foot, c'est la passion, mais quand même. Le foot et la politique, il y a des fois, il y a une frontière mince. Ouais, mais la frontière, elle est tellement mince qu'il faut se tenir. Allô, bonsoir. Qui est là? Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Driss de Paris. Driss, bienvenue à toi, on t'écoute. Ça va, alors c'était juste pour vous dire que je trouve que vous êtes une émission géniale. Merci. Merci. Mais c'est trop court.
Christophe peut pas rester jusqu'à 19h. Non, Driss, tout ce qui est court est bon. Ça fait 5 ans qu'on lui court derrière pour qu'il reste jusqu'à 19h, il veut pas. 16h, 18h, c'est pas assez, il nous faut du 14h. Oui, bien sûr, ouais. On a qu'à faire un non-stop, pas de 4h, si tu veux. Driss. Ah, s'il organise une collecte, peut-être pas. Voilà, sortez le pognon. Déjà, non, mais franchement, c'est une très bonne émission. Il y a des sujets vraiment qu'on n'entend pas ailleurs, on entend ça chez vous, c'est vraiment... Vrai. Vous avez même entendu parler de la Chine hier pendant 2 heures. Moi, j'ai appris que 5000 Chinois avaient rejoint... On n'entend jamais parler des Chinois d'habitude, mais on a entendu France Maghreb 2. Ouais, exact. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Driss. Merci, Driss. À bientôt. On y pensera, en tout cas. 5000 Chinois sont partis rejoindre les terroristes en Syrie. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Bah, c'est énorme, non. Puisqu'il y a, en gros, pour 11 millions de Tunisiens, il y en a eu 3000. C'est vrai. Pour quelques milliards de... Quand on y pense, effectivement. Bon, allez, très vite, on en prend encore. Allez, bonsoir, France Maghreb 2, bonsoir, qui est là? Oui. Alors, vous savez quoi? Il a même appelé le 08, celui-là. Ah ouais? Ah ouais. Il est vraiment, il est tenace, hein. Allô, bonsoir, qui est là? Allô, bonsoir. Bonsoir, chère madame. Quel est votre prénom et votre ville d'appel, s'il vous plaît? J'appelle de Paris, 17e. Mon prénom, c'est Jasmine. Jasmine, on vous écoute. Vous fermez la boutique, Jasmine, on vous écoute. Voilà, je vous appelle parce que j'ai écouté une émission il y a quelques jours, c'était le 30 mars, sur une radio que je vais pas nommer, qui vraisemblablement sont à tendance plutôt droite. Oui. Et j'ai écouté une émission, un invité qui était venu parler de son livre, c'est le yavisme, Yahvé, c'est-à-dire le dieu juif, j'imagine, le yavisme, du yavisme au sionisme. Et il parle dans son livre les néoconservateurs. Lui, il explique que c'est les Juifs américains qui œuvrent pour Israël. Et il dit que même Benjamin Netanyahu, il est néoconservateur. Et j'aimerais bien savoir, ils ont donné juste le nom de cet invité. C'était Laurent Guyano. Je sais pas si vous connaissez. Bah, vous tapez sur internet, hein, Jasmine. Vous tapez sur internet, vous allez trouver, vous avez le nom et le prénom du monsieur, vous allez trouver évidemment son actualité, son livre. Voilà. Oui, mais c'était pour vous, enfin, je sais pas. Oui, bah, à titre d'information. Bah, c'est gentil en tout cas. Merci beaucoup, Yasmine. Bon week-end. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Bon, bah, finalement, il était plutôt pas mal ce Libertad aujourd'hui. Elle nous envoie chercher un livre, c'est bien. C'est bien, non, lecture. C'est comme ça. D'ailleurs, on recevra un avocat ce lundi, Azif Farif, pour parler des clés de la laïcité avec Hanan Zawani ce lundi. Ouais. Et alors, Sami Amslam, il commence à quelle heure là? Bah, il commence quand il va commencer. Non, mais non, parce qu'on me demande de l'annoncer, mais c'est quoi? C'est 20h, 19h? 19h. 19h, d'accord. Juste en parallèle donc de ce livre sur la laïcité, vous avez un super texte que je vous ai envoyé, cher Christophe. Vous avez le week-end pour le lire. C'est la laïcité dans l'armée. Et vous allez voir que c'est très 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 intéressant. Ce n'est pas le laïcisme de guerre prononcé par Valls dans la société politique et civile. Au sein de l'armée, on sait à qui on a affaire et les gens vivent ensemble. Donc, faut lire ce texte. Très bien. Et il est publié quelque part, donc sur un site, en tout cas il s'appelle La laïcité dans l'armée, en gros, et ça vient juste de sortir. Bon, eh bien bon courage en tout cas et bon week-end sur France Maghreb 2. Vous avez vu, on vous a mis quand même plein de clés pour passer un bon week-end. Vous avez l'embarras du choix entre les soirées d'Épinay, entre la soirée à Bobigny et plein d'autres choses. C'est large, très très large. Très très large. Donc bon week-end à tous, tâchez d'en profiter. Et les journaux qui parlent en français sur l'Afrique. Oui. Exactement. Donc IC Publications, donc vous tapez IC Publications et vous avez toute la liste. Et aussi un petit coucou à tous nos travailleurs de la nuit qui nous écoutent en podcast, parce que j'ai découvert effectivement qu'il y avait des travailleurs de la nuit dans Fodé qui nous écoutent la nuit quand ils sont sur les chantiers. Et ton coup de cœur, Enver, on l'a zappé rapide. Vas-y, 30 secondes. Le mien aussi, tu l'as zappé, c'est pas grave. Le coup de cœur très rapide, il est pour ce jeune homme de 7 ans, Mohamed Ayash, qui a créé justement le premier masque à gaz. Vous avez la possibilité de voir cette vidéo sur AJ+. Un masque à gaz qui le protège justement des gaz lacrymogènes en Israël, à base donc c'est un masque tout simple de santé avec un oignon à l'intérieur qui le protège justement des masques à gaz. Et ce que je trouve beau, c'est qu'effectivement à 7 ans il a créé ça. Mais ce que je trouve dramatique, c'est que justement les droits de l'enfant font que normalement à 7 ans, ce gamin est censé courir, s'amuser avec ses camarades et pas créer un masque à gaz. Ouais. Voilà.
Bah oui, ça se passe en Palestine. Merci beaucoup, Tarek Pami, Enver de Santos. Merci beaucoup. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, alors, pour une fois qu'il y a quelque chose, il y a une manif pour le Yémen. Ah, comme j'avais c'est pas possible. Ah bah oui, c'est pour ça, comme j'avais pas de contact, donc je viens juste de le recevoir il y a 5 secondes. Apparemment, il y a 2 dates, vous permettez que je remonte. Oui, parce que le Yémen, c'est tellement rare. À Paris, et les gens commencent à bouger, c'est-à-dire que, voilà. Donc alors dimanche, voilà, au Yémen, donc il y a 2 manifestations. Ce dimanche 8 avril de 16h à 18h au fameux parvis des droits de l'homme au Trocadéro. Quelle heure Alors 16h. 16h. Alors là où il y aura le football le dimanche suivant, pour repérer le football, allez voir la manif des Yémen. Comme ça, vous perdez pas le temps pour aller pour le foot. Hein. Exactement. Voilà, ça c'est le premier. Donc ça c'est le dimanche 8 avril, 16h. Et puis vous avez une autre qui le lundi 9 avril, 17h30. Alors vous comprendrez pourquoi cette date est ce lieu, puisque ça sera devant l'ambassade d'Arabie Saoudite. Ah oui, à l'occasion de la venue d'MBS. À l'occasion de la venue d'MBS. Et je vous donne l'adresse de l'ambassade de l'Arabie Saoudite, 92 rue de Courcelles, dans le 8e arrondissement, métro Courcelles. Et ce rassemblement sera pour dénoncer la guerre du Yémen le lundi à l'occasion de l'arrivée de MBS ici. Et je crois que j'étais complet aujourd'hui. Bah oui, je pense aussi. Hein. Ça mérite un bon week-end. Dans ces manifestations, notre jeune talent de 15-19 ans qui sera en train de filmer. Absolument. Absolument, Ah oui, n'hésitez pas à nous envoyer d'ailleurs vos vidéos, on aura l'occasion d'en reparler, ça sera la dernière semaine, la semaine prochaine, pour vous inscrire. On va mettre le paquet. Bonne soirée à tous, bon week-end. 18h05, on est en retard, restez bien avec nous sur France Maghreb 2 puisque c'est l'heure du rappel de l'actualité de ce vendredi 6 avril. Et une bonne soirée par avance avec Marine Garel pour le flash de 18h. Bonsoir Marine. Bonjour à tous, c'est l'un des pionniers du rock français, un pionnier de la chanson française, un pionnier de la poésie de la France. Jacques Higelin est mort ce matin à l'âge de 77 ans. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages affluent. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, s'est exprimée tout à l'heure dans un tweet. Tristesse pour ceux qui le voient partir. Artiste pionnier et engagé, Jacques Higelin a réuni autour de lui une véritable famille d'artistes qu'il a nourri de son énergie magnétique. Son rock poétique et flamboyant continuera de nous rassembler. Autre disparition aujourd'hui, Véronique Colucci est morte à l'âge de 69 ans des suites d'une longue maladie. Cette dernière avait repris à la mort de son époux Coluche en 1986 les rênes des Restos du Cœur dont elle était l'administratrice. Elle préparait chaque année l'émission des Enfoirés et avait été promue chevalier de la Légion d'honneur en janvier 2018. La garde à vue de Jean-Vincent Placé a été levée. L'ancien secrétaire d'État est déféré au parquet. L'ancien secrétaire d'État écologiste avait été arrêté dans la nuit de mercredi à hier et placé en garde à vue au commissariat central des 5e et 6e arrondissements de Paris pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, insulte à caractère racial et violence sans incapacité commise en état d'ivresse. Les syndicats de cheminots sont ressortis déçus de la première réunion de concertation avec le gouvernement depuis le début de la grève contre la réforme de la SNCF. Je ne dirai jamais qu'une négociation est inutile, a répondu ce matin la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Tennis, le Français Lucas Pouille s'impose lors du premier duel du quart de finale de Coupe Davis. Il s'est imposé face à l'Italien Andrea Seppi. Il apporte le premier point à la France et permet à Jérémy Chardy d'aborder le deuxième simple de ce vendredi plus sereinement. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb